it's Lizzie Bryn, welcome to this video! Vous ne vous demandez probablement pas ce que je fais ici parce que c'est ma chaîne, mais au cas où vous seriez perdu, sachez que de 1, je fais ce que je veux, et de 2, ceci sera probablement la vidéo la plus longue de ma chaîne parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes intérêts spécifiques. Mais qu'est-ce que c'est donc qu'un intérêt spécifique, Lizzie? Eh bien, c'est un des critères diagnostiques de l'autisme qui consiste en une préoccupation pour un ou plusieurs centres d'intérêt anormaux dans leur définition ou leur intensité. J'en ai plusieurs, certains développés dans l'enfance et d'autres plus récemment, comme celui sur lequel je vais vous infodumper aujourd'hui. En d'autres termes, vous en parler de manière ininterrompue pendant de nombreuses minutes. J'ai nommé Grand Galop, avec des balais et des chapeaux pointus. Il s'agit plus exactement de The Worst Witch, une série dont la première saison est sortie en 2017 en coproduction avec Netflix, la ZDF, qui est la deuxième chaîne généraliste allemande, L'équivalent de France 2 si on veut, et la CBBC avec le See the Children, puisque c'est la chaîne pour enfants du groupe de télévision britannique. Cette review ne portera que sur les 3 premières saisons, la 4e et dernière étant ma récompense pour avoir réussi à sortir cette vidéo pour Halloween. Félicitez-moi dans les commentaires si j'ai réussi, sinon écrivez des choses en rapport avec Halloween, comme octobre. Notez aussi que j'utiliserai les noms propres de la version anglaise avec un accent plus ou moins approximatif parce que c'est celle que j'ai regardée. Toutefois, je préciserai les traductions françaises des noms des personnages parce qu'elles me font beaucoup rire. Commençons tout de suite avec notre personnage principal, notre pire sorcière, Mildred Hubble. Amandine Malabule. Vous reconnaîtrez peut-être l'actrice Bella Ramsey qui joue Lyanna Mormont dans Game of Thrones. Mildred vit paisiblement avec sa mère dans un appartement royaumunien quand un beau jour, une sorcière du même âge qu'elle vient s'écraser en balai en plein sur son balcon. Cette sorcière, c'est Maud Spellbody, Pamela Ducharme. Celle-ci est surprise que Mildred puisse la voir puisque son balai est protégé par un sortilège d'invisibilité. Mais comme elle a cassé ses lunettes dans sa chute et qu'elle est en retard pour son premier jour à l'école de sorcellerie, elle se pose pas plus de questions et laisse Mildred la guider. Une chose menant à une autre, Mildred se retrouve acceptée elle aussi dans cette école, Cackle's Academy, et ce sont ces aventures de personnes normales plongées dans ce monde fantastique qu'on va suivre à travers 3 saisons de 12 ou 13 épisodes chacune. Même 4 saisons a priori, mais ça j'en aurai la certitude que dans une toute petite quarantaine d'heures de montage. Bien sûr, sa place sera maintes fois remise en question parce qu'une personne non magique dans une école de sorcellerie, et pour pas mal de sorcières, ça la fout mal. Ça donnera aussi lieu à une quête identitaire de Mildred pour comprendre d'où viennent ses pouvoirs, si sa mère Julie ne lui aurait pas caché son passé magique, mais ça je vous le laisserai découvrir par vous-même. Millie et Maud se lient très vite d'une amitié fusionnelle, une relation extrêmement intense à base de « comment pourrais-je vivre sans elle ?», mais aussi de drama évitable, bien entendu, sinon les scénaristes s'ennuieraient. En parlant de scénariste, l'actrice qui joue Maud change entre les saisons 1 et 2 et j'ai bien aimé que ce soit justifié dans l'histoire, une partie de cache-cache magique qui aurait mal tourné. Imaginez si je faisais ça un jour avec Donkey Jr. parce que c'est une peluche offerte par mon ex et que j'ai peur de me prendre un procès au cul par la marque qui le commercialise si j'en fais de la merch un jour. Ce serait totalement absurde. Revenons-en à notre trio grand galloesque qui serait bien sûr incomplet sans Enid Nightshade. Isabelle trompe la mort. Ses parents sont des rockstars du monde magique qui sont peu présents dans sa vie et elle a donc tendance à beaucoup se faire remarquer pour attirer leur attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle rejoint les autres en cours d'année, Cackle's étant sa dernière chance après s'être fait expulser de toutes les autres écoles magiques de la région. Son arc narratif va donc reposer sur sa relation avec ses parents, mais aussi son amitié avec Millie et Maud, puisque c'est ce qui va lui donner la motivation de s'investir dans sa scolarité. Pour rester dans la team des parents peu présents, on passe à notre Véronica de la série, Ethel Hallow. Octavie Patafiel. Pardonnez-moi une seconde les comparaisons avec Grand Galop, mais il y a littéralement une scène où elle manipule une fille plus jeune qu'elle pour la faire nettoyer à sa place. Ses parents sont des riches de droite qui la mettent un peu de côté et elle porte en plus de ça la pression de devoir marcher dans les pas de sa brillante grande sœur Esmeralda, ou Esme, elle porte le même prénom en français, avec qui Ethel entretient une relation très conflictuelle. Son arc narratif tourne d'ailleurs principalement autour de sa volonté de surpasser sa terrible grande sœur, qui est en fait absolument adorable, c'est un de mes personnages préférés, avec tous les autres parce que je les aime tous. Ethel sera non seulement jalouse d'Esme, mais bien entendu aussi des accomplissements de Mildred, ce qui donnera lieu à pas mal de situations dans lesquelles Ethel va lancer un sort à Millie, ou l'une va vouloir se venger de l'autre, bref, c'est une rivalité récurrente de la série. Qu'entends-je ? C'est notre deuxième trio Grand Galop. Introduites dans la saison 2, elles ont donc 1 an de moins que Mildred et ses amis. Il s'agit tout d'abord de Sybil Hallow, Nathalène Patafiel, sœur d'Ethel et Esmeralda et petite boule d'anxiété. Comme Ethel, elle porte le poids du nom prestigieux de sa famille, mais il y a beaucoup moins de facilité académique. Ethel va donc lui mettre la pression pour ne pas souiller le nom des Hallow, mais heureusement, Sybil peut compter sur ses amis pour l'aider et la rassurer. À savoir d'abord Clarisse Twig, Clarisse Brindille, le personnage codé autiste de la série, première de la classe et qui a beaucoup de mal à comprendre le second degré. Je regrette juste le trope de « elle comprend pas les codes sociaux, donc elle agit de manière désagréable sans se remettre en question ». Il apparaît plusieurs fois et je m'en serais bien passé. Est-ce que moi je suis désagréable par exemple? Non, donc prenez vos clichés nazes et mettez-les-vous dans le. Et pour clore notre second trio, Beatrice Bunch, Béatrice Bataillon.
Un personnage auquel je peux aussi m'identifier pour son allergie au chat. Là où je peux un peu moins m'identifier, c'est que son allergie l'a fait se téléporter aléatoirement dans toute l'école, mais bon. La raison pour laquelle les allergies de Beatrice sont si handicapantes, c'est parce qu'au début de leur première année, chaque élève se voit attribuer un chat noir. C'est une tradition de Cackles, mais on nous parle dans la série d'autres écoles avec d'autres familiers comme des hiboux. Je me demande s'il y en a une en France avec des anons. Mildred étant arrivée la dernière à son examen d'entrée, elle choisit son chat en dernier et se retrouve avec le seul chat tigré de toute l'école, qu'elle appelle donc Tigré en anglais, Tabby. Petit pas. Malheureusement pour elle, qui n'est déjà pas aidée par son absence de connaissances magiques, Tabby a beau être un très bel outil scénaristique pour lui faire accepter sa propre différence, il se trouve être le seul chat incapable de tenir sur un balai, ce qui va encore plus la pénaliser dans son cursus. Son cursus, j'ai l'impression de parler comme une prof de fac. Mais justement, que serait une série qui se passe à l'école sans ses professeurs? Commençons tout de suite par Miss Cackle. Adélaïde, jolie dodue. C'est la directrice et arrière et quelques petites filles de la fondatrice de l'école du même nom, ce qui nous montre que même les sorcières ne sont pas épargnées par le népotisme. Elle est assistée dans ses fonctions administratives par la prof de potions, Miss Constance Heartbroom, Mademoiselle Hécate Bâton Sec. HB pour les intimes, son homologue beaucoup moins tendre connu de toutes les élèves pour son extrême sévérité. Cependant, au fur et à mesure de l'histoire, elle laisse apparaître une certaine tendresse vis-à-vis de Mildred et d'autres personnages et sa backstory est agréablement développée. À l'EPS maintenant, parce que rien ne crie magie et fantaisie comme un cours de PS. Mais aussi au cours de vol en ballet, on retrouve Miss Dimity Drill, Mademoiselle Dumollet. Elle est toujours pleine d'entrain et de bons conseils et finalement extrêmement crédible comme prof de sport. Je suis juste un peu méfiante parce qu'elle a l'air très sympathique, mais j'ai des souvenirs de profs de PS qui avaient l'air très sympathiques et qui nous faisaient courir pendant des heures sous la pluie en hiver, alors qui sait de quoi ces gens-là sont capables. On termine avec Miss Bat et Mr. Rowan Webb, Mademoiselle Gwendoline Chevroussi et Stanislas de Tremble-Pierre. Ils se partagent tous les cours qui restent, à savoir le chant, l'histoire et la science de la magie, mais aussi une intrigue secondaire assez mignonne. Il y aura d'autres professeurs mystères en plus de ceux que je viens de citer, mais ceux-là, je vous laisserai les découvrir. Parce que oui, le but de cette vidéo, ce n'est pas uniquement que vous puissiez me voir me liquéfier sous ce costume, mais également de vous donner un petit peu envie de regarder la série. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous présenter l'intégralité du cast, même si j'aime absolument tout le monde. En tout cas, que ce soit chez les élèves ou chez les adultes, on a beaucoup de personnages racisés. On a également des personnages gros ou avec un handicap visible, sans qu'à aucun moment ce ne soit le sujet de moquerie. Et couronne sur le gâteau, je crois que la série ne passe pas le test de Bechdel-Wallace inversé. Lizzie voix off, explique-nous ce qu'est le test de Bechdel-Wallace. Imaginé par Liz Wallace et popularisé par son amie dessinatrice Alison Bechdel, il s'agit d'un indicateur de la représentation des personnages féminins dans une œuvre de fiction. Pour passer le test, il faut qu'il y ait au moins 2 femmes nommées dans l'histoire, qu'elles parlent ensemble, et de quelque chose qui soit sans rapport avec un homme. Selon Lizzie du canapé, si ces critères étaient appliqués à 2 hommes, la série ne passerait pas le test. Après, je suis pas allée vérifier ce qu'elle dit, je suis juste là pour expliquer moi. C'est donc en compagnie de ces personnages fabuleuses que nous découvrons tout un univers magique. Le fait que Mildred vienne du monde normal permettant de nous présenter tout ça en même temps qu'elle. Les sortilèges, le code des sorcières, le salut traditionnel, les sorcières partent en vacances dans des grottes B&B et font du ballet nautique. Elles lisent le Witching Times et le Magic Monthly. Il y a juste un moment où l'émerveillement de Mildred par rapport à ça m'a paru un peu exagéré, c'est quand on lui offre une maglette, cette sorte de tablette magique qui permet d'envoyer des messages et de jouer à un match 3. Et elle s'écrie « Waouh, j'adore la magie !» Meuf, c'est littéralement un iPad avec seulement Gmail et Candy Crush installés dessus. Je veux dire, on te voit jouer à Dance Dance Revolution sur ta télé avec ta mère dans un épisode, donc ça devrait vraiment pas t'apparaître comme quelque chose d'exceptionnel. Ah, mais bon... Qui suis-je pour reprocher son enthousiasme à une fille de 12 ans? Où est passée mon âme d'enfant? Aurait-elle elle aussi été malmenée par des professeurs aux méthodes éducatives plus que douteuses? Parce qu'en tant qu'éducatrice, j'éprouve quand même un petit pincement au cœur. Une partie des situations qui dégénèrent dans la série sont dues au fait que les adultes n'ont tout simplement pas réussi à créer un climat de confiance dans lequel les élèves pourraient venir se confier à eux. En fait, on a l'impression qu'ils sont aléatoirement soit sanctionnés, culpabilisés ou menacés d'expulsion, soit pardonnés avec un grand sourire selon le bon vouloir des scénaristes. Il y a aussi évidemment des incohérences et des faux raccords par-ci par-là, comme dans toutes les séries, quelques effets spéciaux un peu bancals. Je pense à un en particulier où ils ont dû se dire « Bah, ils s'en occuperont en post-prod, ça rendra bien ». Et ça ne rend vraiment pas bien du tout. Mais en dehors de ces 2-3 détails, on se retrouve avec des scènes extrêmement wholesome qui font fondre mon petit cœur et... Pas si vite. On en parle du souci de continuité énorme qui fait que la saison 2 se finit le jour d'Halloween et la 3 commence au début de l'année scolaire suivante, sauf qu'on y fait référence aux événements de la fin de la saison 2 comme s'étant déroulés juste avant l'été. Juste avant l'été. À Halloween. Comment je suis censée suspendre mon incrédulité face à la disparition inexpliquée de 10 mois entiers? Mais alors que dire de la disparition des élèves? Parce que la taille des classes fluctue de manière permanente et personne ne semble s'en inquiéter. Comparez ce plan de la saison 2 dont la plupart des élèves sont dupliqués numériquement. Il y a 5 files, 5 années d'études à Cackles, on peut donc supposer qu'il s'agit de l'intégralité de l'école.
l'école. J'y compte 318 élèves dans le champ, soit probablement autour de 400 en tout. Ça, c'est un autre plan d'ensemble, un épisode plus tard. Or, même en incluant les élèves décapités par une duplication approximative, impossible d'en compter plus de 280. Un chiffre totalement aberrant dans les deux cas, compte tenu du fait que tous les cours de la série se déroulent avec tous les élèves d'un même niveau ensemble, soit entre 10 et 14 personnes selon le cours en basant uniquement sur la première année de Mildred. Mais vous reprendrez bien un peu de classe à géométrie variable avec l'intégralité de l'école cette fois-ci, représentée par cette ronde de 41 élèves, ou bien 91 sur cette assemblée, avec en bonus une figurante qui pour une raison obscure porte un haut avec un énorme logo d'une... Bref, The Worst Witch est une série extrêmement feel-good, élégamment construite avec des intrigues principales et secondaires qui s'enchevêtrent et s'enrichissent de saison en saison. Elle se paye même le luxe de quelques plot twists dignes des meilleurs épisodes de Game of Thrones. Alors si le côté enfantin et les quelques effets spéciaux un peu cheap ne vous font pas peur, regardez-la. Vraiment. Et sinon, montrez-la à vos enfants. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur un univers aussi riche et enchanteur et semblable à nul autre. Mais qu'est-ce que c'est que ce pompage complet de la saga dont on ne doit pas prononcer le nom surtout? Une école de sorcellerie dans un château au Royaume-Uni, un personnage principal élevé parmi des personnes non magiques, 4 maisons aux couleurs vaguement familières, une prof de potions lugubre et ultra sévère, une gosse de riche blonde condescendante qui lance des pics au personnage principal pendant la visite de l'école. Vous me connaissez, je serai la dernière à me plaindre d'une alternative avec quasiment 100% de personnages féminins. Mais vous allez me dire qu'en 3 saisons, cette série ne s'est jamais pris de procès? Ça les enfants, c'est ce que j'aurais pu me demander si je n'avais pas fait mes recherches et que je n'étais pas tombée sur... ceci. Johan, une explication peut-être? Mais nous reviendrons là-dessus plus tard car pour les besoins de cette enquête, et uniquement pour cette raison, j'ai commandé l'intégrale de la série papier. Il s'agit donc de 8 livres publiés entre 1974 et 2018, écrits et illustrés par Jill Murphy. Il me manque juste le dernier parce que j'ai pas fait attention quand j'ai passé ma commande. L'autrice a 15 ans quand elle commence à rédiger le premier tome, il lui faudra alors 10 ans avant de parvenir à le faire publier. Il s'agit d'une histoire basée à la fois sur sa propre expérience à l'école, mais aussi ses nombreuses lectures se déroulant en internat. Elle aurait enfin eu l'idée d'une école de sorcières quand en rentrant des cours avec 2 amis dans des vêtements marqués par une journée de travail, sa mère leur aurait fait remarquer qu'elle ressemblait à 3 sorcières. Ce sont des livres très courts pour un public assez jeune. Le plus petit fait moins de 100 pages et le plus gros dépasse tout juste les 200. L'univers est par conséquent peu étoffé, on se concentre principalement sur l'action, même si dès le premier tome on nous pose quelques détails comme l'hymne de l'école qui sera chanté à plusieurs reprises dans la série. En revanche, à la différence de la série, on n'a pas du tout de traces de la vie en dehors du monde magique. La mère de Mildred n'est mentionnée qu'une seule fois dans le 5e livre et les personnages sont globalement beaucoup moins développés. Oubliez aussi le fait que Mildred vienne d'une famille non magique, dont le livre elle est juste très maladroite. En revanche, j'ai retrouvé la trame scénaristique d'un certain nombre d'épisodes de la série. En fait, il n'y a que le scénario du 4e livre qui n'est pas du tout repris, pour le reste c'en est une adaptation relativement libre, à savoir que chaque tome raconte un semestre de Mildred et ses amis à Cackles, sauf qu'en dehors du fait que le 2e trio arrive effectivement 1 an après le premier, le reste de la chronologie n'est pas vraiment respecté. Mais une question vous vient certainement à ce stade de la vidéo. Ça, vous vous êtes endormi devant et on va pas se mentir, ça m'arrange un peu pour le watch time. Certes, cette série de livres est encore en cours de publication, mais d'où vient ce regain d'intérêt soudain? Pourquoi en faire une adaptation télévisée 43 ans après la sortie du premier tome? Âmes innocentes que vous êtes. Nous sommes en 1986, les 3 tomes sortis sont déjà un succès au Royaume-Uni et la chaîne de télévision ITV commande une adaptation télévisée de 70 minutes sobrement intitulée The Worst Witch. 31 ans avant la série de la CBBC donc, on a déjà droit aux aventures de Mildred sur nos écrans et comme n'importe qui chargé d'adapter un livre sur une école de sorcellerie, la production s'est dit « Pourquoi ne pas mettre des numéros musicaux ?» Or, qui dit numéro musical dit bien évidemment Tim Curry. Parce que oui, le film s'est payé Tim Curry. Je sais pas s'il était fan du livre ou s'il avait particulièrement besoin d'argent cette année-là, ou peut-être l'ont-ils convaincu d'un coup de baguette magique. Si vous ne le connaissez pas, c'est la star de la comédie musicale The Rocky Horror Picture Show qui a été adaptée en film en 75. Et qui encore aujourd'hui est tellement culte qu'une salle de cinéma parisienne le projette tous les vendredis et samedis soirs depuis plus de 40 ans. C'est le moment où je vous avoue que je l'ai jamais vu en entier et vous m'insultez dans les commentaires. Tim Curry joue donc le rôle du grand sorcier, dont j'ai peu parlé pour l'instant parce qu'on reviendra dessus plus tard. Il est présenté comme une rockstar et fait son entrée sur un clip musical que je n'ai pas les mots pour décrire. C'est formidablement kitsch, rien que pour ça je pense que ça vaut le coup de voir ce film qui dégouline les années 70 fermenté par tous les pores. En dehors de ça, si tant est qu'on puisse se souvenir d'autre chose en l'ayant regardé, c'est une adaptation fidèle du premier livre. On retrouve donc Mildred, Maud, qui devient Maud Warlock dans ce film sans raison apparente, et Ethel du côté des élèves et Tabby du côté des chats. Quant au professeur, on retrouve Miss Cackle, Miss Bat, Miss Drill,
baptisée en Miss Spellbinder, et bien entendu, Miss Heartbroom. HB qui est jouée par Diana Rigg, qui nous a quitté récemment malheureusement, et qui campait notamment le rôle de Olenna Tyrell dans Game of Thrones. Je conclurai sur un moment fan relou, le blason et l'uniforme de l'école ne sont pas respectés. C'est censé être un chat sur une lune, et toutes les tenues sont censées être en nuances de gris parce que c'est HB qui les choisit. Voilà, je tenais à l'exprimer. Mais le fun ne fait que commencer, car nous passons immédiatement à la série The Worst Witch. Mais enfin Lizzie, on a déjà fait la série The Worst Witch. Mais non, voyons, je parle bien sûr de la série de 1998. On saute directement d'un téléfilm d'1h10 à une série qui restera à l'antenne pendant 3 saisons. Juste pour vous situer un peu, quand la production commence, le premier livre du sorcier à lunettes est sorti depuis moins d'1 an. On retrouve une Mildred très anxieuse et pessimiste qui pour le coup contraste énormément avec celle toute pétillante de 2017. On introduit le fait qu'elle vient d'une famille non magique, même si ce sera très peu exploité. Quant à Maud, elle change encore de nom de famille pour Maud Moonshine, et je comprends vraiment pas pour le coup parce que certes, on peut traduire ça par clair de lune, mais en anglais américain, c'est surtout un mot d'argot qui désigne de l'alcool distillé illégalement. Ils ont volontairement fait le choix de l'appeler Maud Niol. Enid est là aussi, mais sans ses parents célèbres cette fois. Ethel également, et c'est via son personnage qu'on aura droit pour la première fois à une explication narrative à un changement d'actrice au début de la saison 2. Elle aurait fait un extrême makeover de sorcière, un witchover comme ils appellent ça. Imaginez pouvoir changer de visage d'un coup de baguette. Et dans la saison 1, elle est jouée par Felicity Jones, qu'avec un peu d'imagination, vous reconnaîtrez peut-être de Rogue One. C'est aussi le retour de notre duo de 2e année, toujours sans Beatrice, avec une Sybil encore plus angoissée et une Clarisse qui change elle aussi de nom de famille. Côté professeur, voici sans plus tarder notre nouvelle Miss Cackle, devenue prof pour l'occasion en plus de ses fonctions de directrice, notre nouvelle Miss Heartbroom, qui est ma préférée ex aequo avec celle de 2017, Miss Bat et Mr. Owen Webb bien sûr, mais aussi Miss Drill, la prof de sport, qui dans cette adaptation s'avère être non magique, ce qui aurait été impensable dans la série de 2017 où l'école est beaucoup plus stricte sur ce point. Elle devient même sorcière le temps d'un épisode et change son nom pour l'occasion au cours d'une cérémonie, ce qui suggère que bien qu'extrêmement rare, ça reste quelque chose de possible dans l'univers de la série. Tout comme il est possible que je m'effondre avant la fin de cette vidéo que je tourne depuis déjà 8 heures. La saison 1 est une adaptation assez fidèle des 2 premiers livres, la saison 2 des tomes 3 et 4 qui est le dernier sorti à ce moment-là, avec toutefois l'irruption d'objets technologiques de l'époque, comme un lecteur CD portable ou un simulateur de vol sur balai, qui refera d'ailleurs une apparition dans la série de 2017. La technologie est même un thème récurrent puisqu'on parle également d'informatiser l'école, et on introduit le personnage de Ruby Cherrytree, une camarade de Mildred et ses amis qui aime à mélanger magie et technologie. Ce mélange va d'ailleurs revenir plusieurs fois, comme dans cet épisode de la saison 3 où elle fabrique une machine à remonter dans le temps à partir d'un flipper et de circuits imprimés, ou la création inopinée de ce chien robot maléfique. Autre nouveauté, certains chants qui seront repris dans la série de 2017, ainsi qu'une nouvelle version de l'hymne de l'école utilisée comme générique. Pour ce qui est des scénarios originaux, c'est très inégal, certains sont pas forcément passionnants, mais celui qui remporte la palme, c'est quand même cet épisode où ils font une adaptation théâtrale de Cendrillon avec cette vache. Et c'est juste ça, c'est l'épisode. Il est pourtant passé à ça d'être sauvé quand j'ai vu que le prince était joué par Drusilla, la meilleure amie d'Ethel, que j'aurais volontiers shippé avec Mildred. Sauf que juste pour la scène du bal, elle est remplacée par ce mec. Ce qui nous amène à la grosse tragédie de cette série. Il y a des garçons. Partout. Ils ont même trouvé le moyen de caser un love interest masculin alors que c'est quand même tiré d'un bouquin avec que des meufs. Et comble de l'hérésie, un garçon parvient à intégrer Cackles. À la limite, ça aurait pu être une bonne occasion de parler de transidentité, une personne qui se sent pas à l'aise d'intégrer l'école de sorciers dans laquelle on l'oblige à se rendre, mais c'est un sous-texte qui est pas du tout développé. Heureusement, cet individu est oublié dès l'épisode suivant, on le recroise juste une fois dans la saison 3, mais ça ne devient pas un perso récurrent. Et pour rester totalement impartial, je préciserai que même dans la série de 2017, Rowan Webb est présenté comme le premier sorcier à avoir rejoint une école de sorcières quand il était petit. Mais c'est dit sur le ton de l'anecdote, ils ont la pudeur de ne pas nous l'imposer à l'écran. Parce que franchement, rajouter des mecs de partout pour avoir droit à des remarques sexistes du genre « jolie jupe », ils auraient vraiment pu s'abstenir. Vous savez qui d'autre aurait dû s'abstenir? Les producteurs de Weird Sister College, qui est la suite directe de la série. Il n'y a eu qu'une seule saison et les épisodes sont très difficiles à trouver, ce qui vous donne déjà un petit indice sur la qualité de cette fiction. En fait, contrairement à la première série qui est trouvable un peu partout sur internet et en DVD, les épisodes 2, 3 et 7 de Weird Sister College ne sont trouvables que sur le Amazon Prime allemand et uniquement en allemand, ou sur la version DVD dont il ne reste encore une fois que des exemplaires allemands. Alors certes, contrairement à Amazon Prime, les DVD ont une piste audio anglaise, mais bon, passer une commande juste pour 3 épisodes d'une série pas vraiment prometteuse, ça valait pas le coup. Donc je l'ai fait bien sûr. Les scénaristes ont enfin pu réaliser leur rêve d'école mixte en envoyant Mildred à l'université où elle est jouée par Georgina Sherrington qui reprend son rôle là où elle l'avait laissé. C'est tellement une suite directe que sur ma version, la série est marketée comme
comme la saison 4 de The Worst Witch. Je passerai sur le fait que l'actrice a 16 ans, parce que pour une fois qu'on n'engage pas des mecs bodybuildés de 30 piges pour jouer des bacheliers, je vais pas faire la fine bouche. En revanche, on ne mentionne à aucun moment ses 4e et 5e années à Cackles, qui sont pourtant canons dans la série de 98. Je pense que ce qu'il s'est passé, c'est qu'en dehors de Mildred, ils ont choisi des actrices trop âgées dès le départ, et qu'au bout de 3 saisons, il devenait difficile de les faire passer pour des collégiennes. Ça fait qu'au lieu d'avoir une vraie saison 4 de The Worst Witch, on se retrouve avec ça. Gros changement de décor par rapport à Cackles, Weird Sister College se trouve en plein centre-ville de Cambridge et les élèves y accèdent par une porte cochère holographique. Quelque chose me dit qu'il gagnerait en discrétion à simplement entrer par la porte, mais bon, je ne suis pas architecte magique. On suit donc les aventures de Mildred dans cette fac, qu'elle a intégrée grâce à son don de donner vie à ses dessins, quelque chose qu'elle a découvert à la toute fin de la série précédente et qui justifie son admission malgré ses résultats médiocres. On aura d'ailleurs un clin d'œil à ça dans l'examen d'entrée de Mildred de la saison 1 de la série de 2017, mais sans que ce soit développé par la suite. Mildred se retrouve roommate avec Ethel, qui dans cette série est de nouveau jouée par Felicity Jones. Pour rappel, elle avait cédé son rôle lors des saisons 2 et 3 de The Worst Witch. Évidemment, ça va clasher un peu, heureusement Millie peut compter sur sa nouvelle amie Cass pour rendre ses journées plus agréables. Comme nouveau personnage récurrent, on a aussi Hazmat, et fun fact, je venais tout juste de regarder l'épisode de Doctor Who dans lequel apparaît cet acteur quand en enchaînant sur Weird Sister College avant d'aller me coucher, et je tombe sur lui en train de commander des smoothies. Des smoothies Et je l'ai reconnu. Pourquoi est-ce que j'arrive à reconnaître certains acteurs à 20 ans d'intervalle, mais pas les membres de ma famille dans la rue? On a également Ben, un non-magicien qui travaille dans cette fameuse boutique de smoothies près de la fac où Mildred va décrocher un petit boulot. Il est joué par Christian Colson, qu'on retrouvera un an plus tard dans un autre film avec des sorcières dont j'arrive pas à retrouver le nom. Bref, dès le début de la série, c'est le festival de l'hétéronormativité et Mildred va vouloir fricoter avec le beau brun ténébreux de service. Enfin, je suppose qu'il est beau vu qu'il joue dans une série et qu'il porte un blouson en cuir, mais bon, moi, pour ce que j'y connais. Et là, stupeur venant d'un personnage masculin, il manipule Mildred en la draguant pour qu'elle l'aide à passer le test du choix de la gargouille magique. Pour ne rien arranger, elle le surprend quelques minutes plus tard en train de flirter avec Ethel et dans un geste émancipateur, elle attrape une paire de ciseaux et se coupe les tresses. C'est le premier extrême makeover de cette série. Plus ça va aller après ça, plus on va partir dans une relation universitaire un peu malsaine avec un de leurs professeurs, le docteur Starfinder. Avec Monsieur Ténébreux et Ethel, Millie va carrément servir de cobaye dans ses recherches magiques. Et pour le coup, avec cet arc, on va avoir encore plus d'intersections entre la technologie et la magie que dans la série précédente. Mais avec toujours en filigrane cette question de est-ce que Hobbs est méchant ou pas. Oui, j'ai quand même fini par retenir son nom au bout de 6 épisodes. Sauf qu'en ce qui me concerne, la question elle est vite répondue. Le mec continue de manipuler Millie jusqu'à la contraindre physiquement, enfin magiquement, à manquer un rendez-vous vétérinaire pour Tabby qui est mourant et la force à prendre possession de son pote du café en menaçant de le tuer si elle le fait pas. Que pensez-vous qu'il va se passer pour Hobbs après ce léger incident? Réponse A, Millie va tout avouer à la principale pour le faire virer, ou réponse B, il va s'en sortir avec une petite tape sur les doigts et tout sera oublié au prochain épisode. Réponse B bien sûr. En dehors de cet énergumène, on a droit à quelques personnages hauts en couleur comme The Beetle qui fait payer des amendes aux élèves en retard. C'est quel genre de dérive du capitalisme? On peut également mentionner Deirdre Swoop qu'on avait déjà croisé dans The Worst Witch à l'occasion d'un tournoi contre une autre école et qui est maintenant élève à Weird Sister. Ceci étant, c'est le moment de vous avouer pour votre plus grande surprise que cette série ne m'a pas laissé un souvenir impérissable et que je préférais ne manger que des chips mouillés pendant 2 jours plutôt que d'avoir à la regarder à nouveau. Je vous laisse juste sur un extrême makeover qu'on aperçoit le temps de l'épisode 10. Vous vous souvenez d'Enid dans la série précédente? Eh bien la voilà maintenant. 8 livres, un film, 3 séries télévisées, un magazine même que je n'ai malheureusement pas pu me procurer, d'innombrables adaptations théâtrales dont une avec une version jazzy de l'hymne de l'école. Combien d'œuvres ont droit à autant d'adaptations différentes? Eh bien, pas The Worst Witch, puisqu'en 2005, 3 ans après la fin de Weird Sister College, ITV lance The New Worst Witch. Cette fois-ci, plus de Mildred, puisque c'est sa cousine Henrietta, ou Hetty, qu'on va suivre pendant 2 saisons. Georgina Sherrington fera simplement une apparition dans le premier épisode, où elle accompagne Hetty à Cackles. Après ça, le rôle titre sera tenu par Alice Connor, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Rogue One, aux côtés de Felicity Jones. I didn't star in Rogue One. Sorry. That's alright. Always check your sources, Lizzie. I will, I promise. Elle va donc servir de bouc émissaire à cause de la réputation de sa cousine, même si elle va très vite rehausser la barre en impressionnant tout le monde en ballet. Mais si elle est maladroite et malchanceuse comme sa cousine, elle est en revanche beaucoup moins anxieuse et beaucoup plus rêveuse. Elle a même une fâcheuse tendance à l'inconscience et à vouloir aider les autres contre leur volonté. Elle se fiche pas mal des règles aussi, une qualité qu'on retrouve souvent chez des personnes exceptionnelles. Vous connaissez un peu le topo maintenant, nos héroïnes marchent par trio et The New Worst Witch ne déroge pas à la règle. Je viens de prendre 40 ans en lisant cette phrase. Hetty se lie donc très vite d'amitié avec Cressy, jouée par Paisley Reed, qu'on retrouvera dans Camping 4, avec Jamel Debbouze, ainsi qu'avec Mona, jouée par Annabelle Barnston. In case you need additional data, I didn't play in Rogue One either. I know.
Mais le parallèle avec le trio original s'arrête là, puisque les trois ont vraiment des personnalités différentes. Crécy est une grande protectrice de la nature. Elle est présentée comme une hedge witch, qui est un vrai courant du paganisme centré sur les plantes et sur la nature de manière générale. Elle va être moquée pour ses traditions, mais heureusement, ses amis seront là pour la défendre et l'aider à les honorer. Un exemple que certaines personnes feraient mieux de suivre. Mona, elle, est passionnée de science, ce qui était plutôt le rôle de Ruby dans la série de 98. Et vous noterez que je n'ai pas écrit son nom de famille, c'est parce que c'est la Halo de cette génération. La petite sœur de Ethel et Sybil, pour rappel, mais qui se montre bien plus amicale que son aînée la plus compétitive. Le rôle de la fille insupportable revient donc à Belladonna Bindweed, jouée par Francesca Isherwood. Did you say my character was insufferable? Oh no, I said she was unstoppable. They're very similar words in French. Right. Carry on. Dans le rôle de la fille inarrêtable, nous avons donc Belladonna Bindweed, assistée par sa Christie de la série. Promis, c'est la dernière référence à grand galop de cette vidéo. Cynthia Horrocks, sa sidekick si vous préférez. Celle-ci est forcée de quitter son école pour rejoindre Cackles après que Monsieur Hallow a racheté l'usine de son père, et elle va donc tout faire pour se venger sur Mona. On finit le tour des élèves avec Delis, ma chouchoute neuroatypique de la série, jouée par Narisha Larson. En tant que telle, elle va parfois un peu servir de défouloir à la psychophobie de tout le monde, mais ça reste une série quand même globalement bienveillante, et enfin je vois bien pire dans des séries qui sortent aujourd'hui. Côté prof, c'est le retour de Claire Coulter dans le rôle de Miss Cackle. J'en peux plus de mixer les deux accents là. En revanche, HB est jouée par une actrice que je trouve nettement en dessous de l'autre. Non pas qu'elle joue mal, mais sa voix est à mon avis beaucoup trop douce pour le rôle. Je veux dire, on caste pas Morgan Freeman pour faire la voix de Franklin, bah là c'est pareil. Elle n'est pas non plus aidée par l'écriture qui la voit se faire bolosser par Hetty pendant toute la série. Elle a même un crush sur un méchant random dans un épisode, là où elle envoyait chier tous les mecs qui la draguaient dans la série de 98. On passe quand même d'un personnage incroyablement badass à Madame Michou, votre prof de maths de 5ème pas du tout intimidante. À l'art plastique, nous avons Miss Nightingale et Widget, qui sont nouvelles toutes les deux. Caspian Bloom est nouveau aussi, c'est le bibliothécaire grincheux. En revanche, Stephanie Lane est encore une fois de retour dans le rôle de Deirdre Swoop, devenue prof de PS débutante, ce qui en fait la seule actrice avec celle de Mildred à apparaître dans les 3 séries. Heureusement, c'est le seul lien direct qu'on puisse faire avec Weird Sister College. Parce que pour ce qui est du reste, fini les aventures de Mildred en barista, fini les garçons de partout, on retrouve notre bon vieux château loin du monde non magique. On a même droit à un retour inattendu de l'antagoniste principal de The Worst Witch que j'ai volontairement tué depuis le début de cette vidéo pour vous laisser quelques surprises. Autre parallèle avec l'histoire originale, Hetty se retrouve non pas avec un chat noir comme toutes les autres élèves de première année, mais avec un chien, qu'elle appelle Kitty. Chaton en anglais. Elle a aussi une tarentule de compagnie, mais au cas où je vous la montrerai pas. On nous introduit des concepts inédits, comme l'existence des Time Witches qui peuvent contrôler le temps, ce qui est le cas de Miss Cackle et d'une des élèves du trio. C'est peut-être elles qui ont fait disparaître 10 mois entiers dans la série de 2017. Pour finir, c'est une série beaucoup plus feel-good que les deux précédentes et qui a extrêmement bien vieilli. Le jeu des actrices est bien plus naturel, les musiques beaucoup plus modernes, et en dehors de l'impossibilité de la trouver en bonne définition et quelques rares effets 3D avec moins de polygones que de notes au-dessus de la moyenne sur le bulletin de Mildred, la série n'a finalement pas tant de choses que ça à envier à celle de 2017. La seule chose que j'aurais éventuellement aimé au niveau de l'histoire, ça aurait été des enjeux plus globaux qui s'étaleraient sur plusieurs épisodes, mais en dehors de ça, j'ai passé un excellent moment, alors qu'après Weird Sister, mes attentes étaient vraiment au ras des marguerites, et je la regarderai à nouveau avec grand plaisir. Allez, on enchaîne tout de suite avec la série de 2011. Non, c'est faux, on a fini malheureusement. Ça ne m'a pas empêché de revoir la série la plus récente après toutes les autres versions, ce qui m'a permis d'apprécier encore plus à quel point elle apporte en termes de continuité entre les saisons, de développement des personnages ou de fonctionnement du monde magique. Je me suis aussi rendu compte que par rapport aux autres, la Mildred de 2017 criait vraiment beaucoup. En enchaînant comme ça dans l'ordre chronologique, j'ai également pu apprécier l'évolution d'un certain nombre d'éléments de lore, comme l'hymne de l'école par exemple. Celui du livre aura droit à un arrangement musical dans le film, puis un autre avec des paroles modifiées pour The Worst Witch 98 et The New Worst Witch, avant de revenir à une version très proche musicalement de celle du film en 2017. Il y a d'autres différences qui m'ont interpellé, comme dans la manière de lancer les sorts, qui a dû varier en fonction des inspirations des différents scénaristes, parce que là où dans le livre on parle simplement de lancer un sortilège sans le nommer, il a bien fallu l'adapter à l'écran. Donc dans le film, ils ont opté pour quelques vers en anglais avec aussi quelques mots inventés du style abracadabra. Dans les premières séries, c'est juste du charabia magique. Et en 2017, on passe au contraire sur des poèmes uniquement en anglais, couplés la plupart du temps avec des potions. Un peu comme dans Charmed si vous connaissez, surtout que les deux univers empruntent à la Wicca, avec notamment la règle de ne pas utiliser la magie pour des fins triviales qui revient souvent dans les deux. Je vous avais aussi dit qu'on reparlerait du Grand Wizard, et c'est parce que c'est à mon avis un très bon indicateur du tournant féministe que prend peu à peu la série. Dans le livre, il a déjà une position d'autorité absolue,
donc un homme qui gouverne toutes les femmes, et dans le film on en rajoute encore une couche avec Tim Curry qui est vraiment présenté comme le beau gosse absolu sur lequel tout le monde crush. En 1998, il devient directeur d'une école de sorciers, mais on commence timidement à contester son autorité patriarcale conservatrice pendant un débat qu'il organise entre les filles et les garçons. La question est de déterminer qui sont les meilleurs entre les sorcières et les sorciers. Or l'épisode se conclut sur le fait que l'équipe des garçons a triché, et le Grand Wizard reconnaît donc sa défaite. Dans The New Worst Witch, il devient ni plus ni moins qu'un vieux monsieur parfaitement inutile, et c'est Mona qui va défier la barrière du genre en se débrouillant pour participer à une compétition réservée aux sorciers. Quant à la série de 2017, le Grand Wizard y reprendra à plein temps son rôle de grand monarque du monde magique, mais pour mieux se faire contester par Mildred qui remettra en question les pratiques magiques genrées. On peut aussi noter la variation entre le quotidien des sorcières et des personnes non magiques. On a déjà parlé de l'absence de technologie dans la série la plus récente, là où les élèves ont des Walkman dans celle de 98, mais ça va encore plus loin quand en 2017, Enid par exemple est jalouse de Mildred qui quand elle était petite avait droit à une peluche alors qu'elle devait se contenter d'un vrai bébé ours. Et on est en droit de se demander si un tel contraste n'aurait pas été influencé par une certaine saga avec un sorcier à cicatrice. Parce qu'on a déjà soulevé un certain nombre de similarités au début qui n'ont pas échappé à Jill Murphy, l'autrice de The Worst Witch. Elle a d'ailleurs déclaré à ce propos dans une interview « La moindre des choses aurait été de me dire merci », mais je pense qu'à l'inverse, la série de 2017 s'est aussi inspirée des voisins, ce qui est tout à son honneur. Et finalement, c'est deux univers qui se nourrissent extrêmement bien parce qu'avec cette nouvelle série, j'ai ressenti la même émotion à être catapultée dans un monde magique que j'ai pu l'être dans les livres du sorcier à baguette. Et pour ça, merci. On terminera rapidement sur mon grand regret, c'est évidemment qu'il n'y ait pas d'amoureuse. En soi, ça ne me dérange absolument pas qu'on ne parle pas forcément d'attirance dans une série avec de jeunes ados. Sauf que dans quasiment toutes les adaptations, dès qu'un garçon apparaît à l'écran, la moitié des sorcières sont au bord de la syncope. On dirait qu'encore une fois, ça va être à moi de m'y coller et d'écrire une histoire avec des sorcières lesbiennes. Ou de jouer dans une série avec des sorcières lesbiennes, qui sait. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici en tout cas. Elle m'a demandé un peu plus d'investissement financier que d'habitude, donc merci à mes tipeurs qui s'affichent à l'écran. Vous-même, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez donner jusqu'à 1 € par mois sur utip.io/lesybrine. Merci à Mélie qui m'a fait découvrir la série. Merci également à moi-même de m'être donné l'opportunité d'utiliser un micro-cravate sur une cravate au moins une fois dans ma vie. Ça m'a fait très plaisir de vous faire découvrir un de mes intérêts spécifiques. Je referai peut-être ce format un jour si vous l'aimez, mais pas tout de suite. Thank you so much to Alice Connor, Annabelle Barnston, Francesca Isherwood, and Narisha Lawson for participating in this video. And if you at home happens to be a producer for the current adaptation of The Worst Witch, or the next one, who knows, and you really want to cast me in the show, then by all means, who am I to stop you? À bientôt! Est-ce que moi je suis désagréable par exemple? Non, donc prenez vos clichés de merde.